La police est appelée sur les lieux d'un accident de voiture après une tempête de neige. Mais tout laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un simple accident. Sur le siège passager, il y avait le corps totalement gelé d'une femme couverte de sang. Une vraie scène d'horreur. Mère Nature empêchera-t-elle les enquêteurs de faire la lumière sur cette affaire? Ou bien les mènera-t-elle au contraire directement jusqu'au tueur? La météo les a aidés dès le début. S'il n'y avait pas eu de chute de neige, on n'aurait jamais su qui l'avait tué. Janvier 2004. Hopewell Township, une petite ville du New Jersey située entre Philadelphie et New York, est frappée par un violent épisode neigeux. Cette partie du New Jersey connaît des hivers très froids. On peut avoir des tempêtes du Cap Hatteras, mais aussi des fronts venus de l'ouest. Il y tombe en moyenne un peu plus de 60 cm de neige par an. Dans le nord-est des États-Unis, et notamment dans certaines zones du nord-est du New Jersey, l'hiver peut être rigoureux. Ce sont des régions qui peuvent connaître des gelées et d'importantes chutes de neige. Et dans ce cas, les conditions de circulation sont très mauvaises. Le lendemain de la tempête, un employé de la voirie appelle la police pour signaler un accident de la route aux abords de la ville. Jacobs Creek est une petite route de campagne. D'un côté, il y a la colline avec quelques maisons et de l'autre, la rivière. L'agent Louis Vastola est le premier à arriver sur place. Une voiture a quitté la route et a fini sa course dans l'eau gelée. Le véhicule n'était pas très accidenté. Il avait simplement un de ses phares qui pendait à l'avant. A priori, le conducteur devait avoir perdu le contrôle de la voiture, qui avait dévalé sur le bas-côté jusqu'à se retrouver 6 mètres plus bas dans la rivière. Ça ressemblait effectivement à un accident. Mais lorsque Vastola examine la scène de plus près, il remarque quelque chose d'étrange. Il n'y a aucune trace de freinage. D'habitude, sur les lieux d'un accident, on trouve toujours des traces montrant que le conducteur a tenté de corriger sa trajectoire ou de freiner. Mais là, je n'ai rien vu de tel. Lorsque l'agent de police s'approche et ouvre la portière, il n'en revient pas. Il y avait une femme dans la voiture. Elle était couchée sur le côté. J'ai pris son pouls pour voir si elle était vivante. Son corps était gelé et elle avait plein de sang sur la tête. La conductrice est morte, et depuis déjà un certain temps. Le policier remarque aussi qu'il y a énormément de sang alors que le véhicule est très peu endommagé. Il y avait du sang partout, à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Du côté conducteur, mais aussi sur le siège passager. Donc effectivement, c'était louche. Il en informe immédiatement ses supérieurs. L'inspecteur Dan McCune le rejoint quelques minutes plus tard pour faire les premières constatations. Quand je suis arrivé et que je suis descendu de voiture, il faisait un froid glacial. Heureusement, il n'y avait pas trop de vent. Les recherches indiquent que le véhicule est immatriculé au nom d'un certain Jonathan Nice. La femme qui se trouve à l'intérieur est sans doute son épouse. La victime portait sur elle un badge avec son prénom. Il s'agissait bien de Michelle Nice. Née en 1972 aux Philippines, Michelle Rivera a grandi dans un petit village. Mais elle rêvait de découvrir le monde. Elle était issue d'une famille très pauvre, mais elle voulait quitter son petit village et vivre autre chose. Malgré ses origines modestes, elle va effectivement trouver un moyen de changer de vie. En 1990, elle rencontre l'amour en la personne d'un chercheur américain, Jonathan Nice. Il a 32 ans et vit à Greenville, en Caroline du Nord. Ils ont raconté à tout le monde qu'ils s'étaient connus alors que Jonathan donnait une conférence à Hawaï. Ils s'étaient rencontrés sur la plage et ils avaient eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Le couple ne tarde pas à se marier,
Michelle emménage à Greenville où Jonathan exerce son activité de chercheur. Ils effectuaient des recherches sur un traitement contre le cancer et il s'est aperçu que la molécule sur laquelle il travaillait était efficace contre l'asthme. Donc il s'est totalement investi dans ce projet. Michelle donne naissance à 3 magnifiques enfants, 2 garçons, puis une fille. Il avait toujours rêvé d'avoir des enfants et Michelle était une très bonne mère. Ça les a vraiment rapprochés. 4 ans plus tard, Jonathan lance sa propre société pour commercialiser son nouveau médicament. C'est un succès et l'argent coule à flot. Il a tout de suite trouvé des investisseurs et il est devenu millionnaire du jour au lendemain. Sa fortune s'élevait à 60 millions de dollars. La famille déménage et s'installe à Hopewell Township dans le New Jersey, un grand pôle de l'industrie pharmaceutique. Ils habitent désormais une magnifique demeure d'1 million de dollars dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Jonathan était un chef d'entreprise très respecté dans la région. Le couple avait tout pour être heureux. Pour Michelle, le rêve américain devient réalité. Mais il prend tragiquement fin par une froide nuit d'hiver de janvier 2004. Sur les lieux du drame, les enquêteurs tentent de recueillir des éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Il faisait extrêmement froid. J'en avais mal aux doigts. Dans la région, on a l'habitude d'avoir des hivers rudes, mais pas à ce point-là. Ces conditions extrêmes sont toutes à leur avantage. Le froid permet de préserver des preuves et dans ce cas, c'est le corps qui était parfaitement conservé. Les enquêteurs sont exactement du même avis que l'agent Vastola. L'état extérieur de la voiture n'est pas cohérent avec la quantité de sang à l'intérieur de l'habitacle. Lorsqu'ils examinent d'un peu plus près le véhicule, ils relèvent d'autres éléments troublants. Le siège conducteur était reculé au maximum. Vu sa taille, elle n'aurait pas pu conduire. Elle ne touchait pas les pédales. Une valise est posée sur le siège arrière et il y a un grattoir à glace au pied de la victime. Autre fait surprenant, malgré le froid glacial, elle ne porte ni manteau ni chaussures. Les enquêteurs se demandent s'il ne s'agirait pas d'un meurtre déguisé en accident. De toute évidence, l'accident n'était pas à l'origine des blessures de la victime. Elle avait été tuée ailleurs. Et on avait ensuite transporté le corps jusque-là. À l'extérieur, d'autres éléments semblent confirmer cette hypothèse. On voyait des traces de pas qui partaient du côté passager et s'éloignaient dans la neige. Ce qui voulait dire qu'il y avait quelqu'un avec elle dans la voiture. La police sait maintenant que Michelle n'était pas seule. Les enquêteurs suivent les traces de pas en espérant qu'elles les mèneront jusqu'à son meurtrier. La météo peut aussi bien cacher des preuves que les révéler. La ville d'Hopewell Township dans le New Jersey vient d'être frappée par une violente tempête de neige. Le lendemain, la police retrouve le corps ensanglanté et sans vie de Michelle Nice, effondré sur le siège conducteur de sa voiture. Il fait un froid glacial et il est entièrement gelé. Dans cette région, il suffit qu'il y ait un peu de neige ou de glace sur la chaussée pour que la route devienne impraticable, surtout la nuit. La voiture pouvait donc très bien avoir glissé pour atterrir sur la berge de la rivière. D'après les éléments relevés sur place par les enquêteurs, il ne s'agit vraisemblablement pas d'un accident. Les blessures de la victime ne cadraient pas avec l'état du véhicule. Mais surtout, il y a des traces de pas qui s'éloignent dans la neige. Il y avait donc quelqu'un d'autre dans la voiture. Et le froid extrême se révèle être un atout de taille pour les enquêteurs.
Comme il faisait très froid, les policiers ont eu plus de temps pour examiner l'ensemble du véhicule, le corps et les traces de pas dans la neige. Tous les éléments étaient extrêmement bien conservés, ce qui les a beaucoup aidés. On voyait très bien les empreintes de pas. Il suffisait de les suivre. C'était parfait pour nous. Les policiers suivent donc les traces, en espérant qu'elles les mèneront jusqu'au mystérieux passager de la voiture. On les a suivis sur environ 400 mètres. Mais une fois sur la route, plus rien. Le passage du chasse-neige avait tout effacé. Mais ces empreintes recèlent tout de même des informations. Les enquêteurs font appel à des techniciens de scène de crime. Vers 9 h, ils se rendent au domicile de Michelle, à moins de 2 km de là, pour annoncer la terrible nouvelle à son mari, Jonathan. Jonathan nous a ouvert la porte et nous a accueillis très poliment. On lui a dit qu'on était de la police. Il nous a invités à entrer. Lorsqu'il lui annonce que sa femme est décédée dans un accident de voiture, il ne semble pas particulièrement effondré. Face à une nouvelle aussi terrible, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Certaines personnes restent impassibles, d'autres réagissent très violemment. Jonathan précise aux enquêteurs qu'il n'a pas vu sa femme depuis la veille. La dernière fois qu'il lui avait parlé, c'était la veille à 16 h. Elle se préparait pour aller travailler. Michelle était vendeuse au rayon parfumerie d'un grand magasin de la ville. Elle était du soir et finissait vers 22 h. Elle avait prévu d'aller boire un verre avec une amie après le travail. Jonathan déclare ne pas avoir eu de nouvelles d'elle depuis. Il a essayé de la joindre vers 22 h pour que les enfants lui disent bonne nuit, mais il est tombé sur son répondeur. Il a dit à la police qu'il avait passé la soirée avec ses enfants. Ils ont regardé un film et puis ils sont allés se coucher. Ils ont dormi tous ensemble dans son lit. Lorsque les enquêteurs lui demandent pourquoi il ne s'est pas inquiété, Jonathan leur répond que sa femme avait l'habitude de sortir le soir. Elle sortait souvent le soir avec ses amis et il n'était pas rare qu'elle rentre vers 1 h ou 2 h du matin. Donc il ne s'est pas inquiété plus que ça. Et il a tranquillement été se coucher. Une fois sur place, les techniciens analysent les différents éléments retrouvés autour de la voiture. À commencer par les traces de pas dans la neige. La neige peut être un élément décisif. Quand le sol est recouvert d'une belle couche de neige bien fraîche, dès que quelqu'un marche dedans, ça laisse des traces. Si la neige s'était remise à tomber, elle aurait entièrement recouvert ses empreintes. Ils ont essayé de faire un moulage des empreintes, mais malheureusement, dès qu'ils versaient le plâtre dedans, la neige autour s'effondrait. Ils réalisent alors des photographies à fort contraste de toutes les empreintes. Il fait tellement froid qu'on y voit très bien tous les détails. Ils apparaissent parfaitement dans la neige. Pour obtenir un relevé d'empreintes aussi précis, il fallait que plusieurs conditions soient réunies. Il y avait eu des chutes de neige sur un sol bien dur. Dans ce cas, il était même gelé. Donc on avait un support bien ferme, recouvert par une couche de belle poudreuse, ce qui a permis d'avoir de très belles empreintes. Les clichés sont envoyés au laboratoire pour analyse. Les techniciens ont maintenant effectué tous les relevés nécessaires. Le corps de Michelle est transporté chez le médecin légiste pour autopsie. Son véhicule va également être examiné de fond en comble. Si le rapport d'autopsie ne concorde pas avec les résultats de l'examen du véhicule, cela confirmera ce que les policiers soupçonnent depuis le début. Il s'agit d'un meurtre que quelqu'un a tenté de maquiller en accident. Les enquêteurs font part de leurs doutes sur les circonstances du drame à Jonathan. Ils lui ont demandé si Michelle avait des ennemis, si quelqu'un aurait pu vouloir lui faire du mal. Ce dernier leur révèle alors une information capitale. Un certain Miguel suivait et harcelait sa femme. Il pensait que c'était lui qui l'avait tué. La météo viendra-t-elle confirmer la version de Jonathan ?
de Michelle Nice, 34 ans, vient d'être retrouvé dans sa voiture, échoué dans un cours d'eau. Les températures restent glaciales. Il y avait une zone de haute pression au-dessus du Canada. Du coup, il a continué de faire très froid pendant plusieurs jours après le passage du front neigeux. Les enquêteurs attendent les résultats de l'analyse des photos des empreintes de pas laissées dans la neige. Les policiers ont compris tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un banal accident de la route. Le froid a permis de conserver le corps, mais aussi la scène de crime. C'est comme ça qu'ils ont pu prouver qu'il s'agissait d'un meurtre. Mais il faut maintenant attendre les résultats des analyses. En attendant, les policiers interrogent le mari de Michelle, Jonathan Nice. Le chercheur leur révèle qu'un homme la harcelait. Durant l'été 2003, le couple fait appel à une agence de paysagisme. Leur contremaître, Miguel de Jésus, sympathise avec la jeune femme. Au début, leur relation est purement amicale. Ils se sont trouvés un tas de points communs. Ils venaient tous les deux d'un autre pays. Ils avaient beaucoup de choses à se dire. Débordé par son travail, Jonathan ne se rend pas compte que Miguel et sa femme Michelle sont de plus en plus proches. Jonathan travaillait énormément. Il se consacrait entièrement à ses recherches. Elle se sentait très seule. Elle passait parfois plusieurs semaines sans le voir. D'après Jonathan, Miguel a profité de la situation et il est bientôt devenu beaucoup plus intime avec Michelle. Il apprend leur relation le 10 juillet 2003 par un appel anonyme. Il nous a raconté que quelqu'un l'avait contacté, en prétendant avoir en sa possession une vidéo où Michelle avait des relations sexuelles avec un autre homme que lui. Il lui a fait du chantage et lui a réclamé 500 000 $ pour ne pas rendre publique cette vidéo. Selon Jonathan, il s'agissait de Miguel de Jésus. Lorsque Jonathan interroge Michelle sur cette relation, elle lui dit la vérité. Il décide de lui pardonner et le couple se met d'accord pour prendre un nouveau départ. Il a accepté de faire des efforts pour passer plus de temps avec elle. Et elle, de son côté, a accepté de mettre un terme à cette relation. Mais Jonathan prétend que dans les semaines qui ont précédé sa mort, Michelle se sentait épiée. Durant cette période, Michelle a dit à Jonathan qu'elle avait l'impression que Miguel l'espionnait et la suivait. Jonathan a porté plainte et a fait établir une déclaration sous serment pour qu'il n'approche plus sa femme. Les deux parties ont accepté de ne plus se voir pendant 6 mois. Miguel ne s'étant plus manifesté par la suite, Jonathan abandonne les poursuites contre lui. À la fin de la journée, les policiers commencent à en savoir davantage sur le mystérieux amant de Michelle. Ce qu'ils découvrent ne fait que renforcer leurs soupçons. Miguel était du genre à faire des mystères. Il disait à certains qu'il venait de Porto Rico, à d'autres du Guatemala. Il avait au moins 3 noms et 3 numéros de sécurité sociale différents. Tout ça pour ne pas qu'on le retrouve. Les enquêteurs ne tardent pas à découvrir que si Miguel se cache, c'est pour ne pas payer de pension alimentaire. Il a plusieurs adresses. Malgré le froid glacial, ils partent à sa recherche le soir même à 22 h. Vu que Miguel avait une liaison avec Michelle, il était notre principal suspect. On l'a cherché du vendredi soir jusqu'au samedi matin. On s'est rendu à ces différentes adresses. On a fait tout le comté. Vu les conditions météorologiques, les policiers doivent se montrer très prudents sur la route. La glace noire est un type de verglas particulier sur la chaussée. Elle n'est pas forcément visible. On peut très bien passer dessus en plein jour sans même la voir. Et la nuit, c'est encore pire. Quand il fait ce temps-là, les gens ne peuvent plus circuler. Ils peuvent se retrouver bloqués au travail, chez eux, n'importe où. Dans ces conditions, c'est très compliqué de faire des recherches. Les enquêteurs se démènent pour retrouver Miguel et tentent de retracer les dernières heures de Michelle.
Elle a quitté son domicile à 16 heures pour se rendre à la parfumerie où elle travaillait. Sur les images de vidéosurveillance, on la voit quitter le centre commercial peu après 21h15. Les policiers retrouvent l'amie que Michelle était censée retrouver ce soir-là pour boire un verre. Celle-ci l'a appelée à 21h50 pour annuler leur rendez-vous. Elle n'a pas donné d'explication, mais toujours est-il qu'elle s'est décommandée. Les enquêteurs pensent que Miguel sait peut-être où Michelle est allée ce soir-là. Encore faut-il le retrouver. Durant l'hiver 2004, la police d'Hopewell Township enquête sur la mort suspecte de Michelle Nice, l'épouse d'un scientifique éminent de la région, Jonathan Nice. Son corps ensanglanté a été retrouvé dans sa voiture sur les berges d'une rivière. Les températures étaient très basses. C'est ce qui a permis de préserver la scène de crime, le corps et les traces de pas. S'il n'avait pas fait aussi froid, l'enquête aurait été tout autre. La police pense qu'il s'agit d'un meurtre déguisé en accident. Vu la quantité de sang qu'il y avait dans la voiture, ce n'était pas un accident de la route qui avait pu provoquer les blessures constatées sur la victime. En interrogeant son mari Jonathan, la police apprend que Michelle a entretenu une brève liaison avec leur jardinier Miguel et que ce dernier la harcelait. Selon Jonathan, il avait essayé de lui extorquer 500 000 $. Il lui a fait du chantage et l'a menacé de rendre publiques des photos et des vidéos d'elle à caractère sexuel s'il ne lui versait pas cet argent. Afin d'en savoir davantage, les enquêteurs tentent de retrouver Miguel. Ils reçoivent le compte-rendu d'autopsie et les résultats de l'analyse du véhicule. Le sang retrouvé dans la voiture est bien celui de Michelle. Et les dégâts observés sur son véhicule sont minimes. Hormis les traces d'usure normale, le pare-choc présente quelques éraflures et la portière conducteur est légèrement abîmée. Pourtant, le corps de Michelle présente de graves blessures. Elle présentait de multiples fractures du crâne. Elle avait 4 blessures très graves à la tête, 3 sur le front et 1 sur le sommet du crâne. Autrement dit, Michelle a été violemment agressée et frappée. Et elle a tenté de se défendre. Elle avait de nombreuses contusions sur le corps, en particulier à l'avant, ce qui veut dire qu'elle était allongée sur le ventre. Mais elle présentait aussi des lésions défensives. Les blessures très graves que le légiste a observées ne pouvaient pas être consécutives à un simple accident de la route. S'il n'avait pas neigé ce soir-là, les enquêteurs ne disposeraient pas d'un élément capital: les traces de pas dans la neige du côté passager. Sans le froid, les traces de pas dans la neige auraient disparu. S'il avait fait plus chaud, il n'aurait peut-être même jamais su qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. L'analyse minutieuse des clichés permet aux techniciens de déterminer non seulement la pointure du suspect, mais aussi le type de ses chaussures. Les détails étaient si précis qu'on a pu déterminer exactement de quel type de bottes il s'agissait. Les empreintes correspondaient à des chaussures de chantier, de taille 46, ce qui signifiait qu'il s'agissait d'un homme. Il suffisait ensuite de comparer ces empreintes avec les chaussures du suspect pour résoudre cette affaire. Il s'agit donc bel et bien d'un homicide. Les enquêteurs doivent absolument retrouver le principal suspect, Miguel, l'ex-amant de Michelle. S'ils retrouvent chez lui des chaussures correspondant aux traces retrouvées près de la voiture, ils tiennent leur coupable. Le lendemain matin, vers midi, ils parviennent enfin à le localiser. Il est dans l'appartement qu'il partage avec sa femme.
On avait 2 ou 3 adresses différentes. Il suffisait de les faire toutes et de le retrouver. Heureusement, on a réussi. On a frappé. Une femme a répondu à travers la porte. On lui a demandé si Miguel était là. Elle nous a ouvert. Et il était dans le canapé, derrière elle. Miguel a l'air nerveux. Il s'attendait visiblement à leur visite. On lui a dit qu'il fallait qu'on parle. Il nous a répondu « Je sais, je vous attendais ». Il est au courant que Michelle est morte. Étant donné les circonstances, il s'est douté qu'il serait suspecté du meurtre et qu'il valait mieux pour lui qu'il se montre coopératif. Il prétend qu'il n'a rien à voir avec la mort de Michelle, mais admet qu'ils se sont vus le soir des faits. Ils se sont retrouvés à l'hôtel après son travail. Ils sont arrivés à 22h et ont quitté l'hôtel 2 heures plus tard. Il a raccompagné Michelle à sa voiture vers minuit et ne l'a plus revue ensuite. Il s'est ensuite rendu dans un bar non loin de là. Il avait dit à sa femme qu'il sortait avec des amis. Donc avant de rentrer, il est allé dans un bar pour boire quelques verres pour être sûr de sentir l'alcool et que sa femme croit à son mensonge. D'après sa femme, Miguel est rentré chez lui vers 1h du matin et il sentait effectivement l'alcool. Bien sûr, sa femme était en colère. Elle a vu qu'il avait bu et lui a reproché de rentrer si tard. Du coup, il a dormi sur le canapé. Elle est allée vérifier 2 fois s'il était bien là. Elle a confirmé que tôt le matin, il était bien sur le canapé. Les enquêteurs l'interrogent sur les 500 000 $ qu'il a tenté d'extorquer au mari de Michelle et sur le fait qu'il la harcelait. Mais ce dernier nie tout en bloc. Il leur a dit qu'il ne l'avait jamais ni harcelé ni menacé, et surtout qu'il n'avait jamais tenté de faire du chantage à qui que ce soit. C'est au contraire Jonathan qui l'avait menacé de le tuer s'il n'arrêtait pas de voir Michelle. D'après Miguel, c'est à ce moment-là que Jonathan a fait établir une ordonnance restrictive. Ils ont accepté de ne plus se voir pendant 6 mois, et ils s'y sont tenus. Mais ils sont amoureux l'un de l'autre, et dès l'expiration de l'ordonnance, ils recommencent à se voir. Miguel admet qu'il avait bien des sentiments pour Michelle, mais se défend de l'avoir tuée. Son alibi semble solide, mais sa version des faits ne correspond pas à celle de Jonathan. Miguel était avec elle moins de 6 heures avant son décès, donc il fallait tout de même corroborer ses déclarations. On est allé vérifier à l'hôtel et on a retracé tout son parcours de la soirée. Le réceptionniste de l'hôtel confirme que Michelle et Miguel ont bien pris une chambre à 22h et l'ont rendue aux alentours de minuit. Les enquêteurs se rendent ensuite au bar où il prétend être allé. On a parlé au barman qui l'a servi, donc on a pu retracer toute sa soirée, du moment où il a quitté Michelle à l'hôtel jusqu'au lendemain matin. Miguel ne semble plus être le parfait coupable. Mais les enquêteurs veulent vérifier un dernier détail. Ces chaussures correspondent-elles aux empreintes retrouvées près de la voiture? Les traces étaient celles d'une taille 46, alors que Miguel chaussait du 42. Donc à moins qu'il n'ait porté des chaussures beaucoup trop grandes pour lui, ça ne pouvait pas être lui. Miguel est donc rayé de la liste des suspects. Les enquêteurs n'ont aucune preuve contre lui concernant la tentative d'extorsion. Ils ne vont pas tarder à découvrir que les apparences étaient trompeuses et cachaient des mensonges vieux de 14 ans. Ils ont fini par apprendre l'histoire terrifiante qui était arrivée à cette pauvre femme. À Hopewell Township, dans le New Jersey, la police enquête sur le meurtre de Michelle Nice, la femme d'un chercheur renommé. La région a connu de fortes chutes de neige et les températures restent glaciales. Les policiers ont retrouvé son corps dans sa voiture près d'une rivière et très vite, ils ont soupçonné qu'il s'agissait d'une mise en scène. La voiture était très peu abîmée, alors qu'il y avait énormément de sang. Comme son corps était gelé, la police a pu déterminer qu'elle était morte d'un traumatisme crânien.
La police sait désormais que l'amant de Michel, Miguel de Jésus, n'est pas impliqué dans sa mort. Il nous a donné tous les détails de son emploi du temps de la soirée, à quels endroits il était allé et avec qui il avait parlé. Et on a pu vérifier tout ce qu'il nous a dit. Rien ne confirme non plus les dires de Jonathan au sujet du prétendu chantage dont Miguel se serait rendu coupable. D'après nos investigations, rien ne permettait de corroborer les déclarations de Jonathan. Et vu que Miguel n'était plus suspect, on s'est de nouveau penché sur M. Nice. Ils se sont intéressés de plus près à la nature de la relation entre Jonathan et Michel. Ils effectuent une perquisition au domicile des Nice et interrogent leurs proches pour en savoir davantage sur eux. À en croire leur entourage, tout semblait aller très bien entre eux au début, mais leur relation s'était considérablement dégradée. Les policiers découvrent que leur mariage a commencé à battre de l'aile 2 ans plus tôt, en 2002. Tout a commencé lorsque Michel a découvert par un membre de la famille que Jonathan lui mentait depuis le début sur son âge. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il n'avait pas 32, mais 40 ans. Ils apprennent également qu'en réalité, le couple ne s'est pas rencontré à Hawaï. L'image qu'ils donnaient de leur couple n'avait rien à voir avec la réalité. En fait, Michel cherchait à correspondre avec des Américains et Jonathan a répondu à la petite annonce qu'elle avait passée dans la presse locale. Jonathan Nice avait très peu d'amis quand il était jeune. Le couple s'est marié immédiatement après leur première rencontre. Il s'est rendu dans le petit village où elle avait grandi. Et ils se sont mariés. C'est lui qui a tout payé. Mais ce n'était pas le seul mensonge de Jonathan. Son projet de remède miracle contre l'asthme n'a jamais abouti. Les essais cliniques menés 1 an plus tôt ne se sont pas montrés concluants et les investisseurs se sont retirés du projet. Ils avaient de grosses difficultés financières. Ils ne pouvaient plus payer leurs factures. Autrement dit, l'image du grand ponte de l'industrie pharmaceutique n'était en fait qu'une façade. Sa carrière professionnelle est un échec et cela a des répercussions sur son mariage. Il se montrait très possessif avec elle. Quand ils allaient en soirée, si elle allait aux toilettes, il la suivait et l'attendait derrière la porte. Il passait son temps à l'appeler. Il voulait constamment savoir où elle était. Michel ressent alors le besoin de côtoyer quelqu'un de son âge et commence à voir Miguel en secret. Elle avait discuté avec certaines de ses amies et leur avait fait part de son désir de divorcer. Elle voulait le quitter. Jonathan n'est donc pas aussi innocent qu'il en a l'air. Les enquêteurs décident donc de l'interroger. Le lendemain, ils profitent qu'un membre de la famille peut garder les 3 enfants du couple pour le convoquer au commissariat. Pendant ce temps, les techniciens fouillent son domicile et ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Ils y allaient pour chercher une paire de chaussures. Ils savent que Jonathan fait du 46, la taille exacte des empreintes retrouvées sur les lieux du crime. Mais aucune trace de chaussures de chantier dans la maison. Ils découvrent toutefois un élément intéressant au sous-sol. Sur le sol du garage, il y avait des traces de nettoyage au peroxyde d'hydrogène. De toute évidence, quelqu'un avait lavé par terre. Mais heureusement pour les enquêteurs, il reste des traces de sang. Il y avait du sang non seulement par terre, mais aussi sur les murs du garage. Et sur la porte. Bref, on avait nettoyé une énorme quantité de sang. Les enquêteurs sont persuadés que c'est ici que Michel a été tué. Mais ils vont faire une autre découverte très intéressante. Ils sont tombés sur des bouts de semelles en caoutchouc. Au début, ils étaient tout petits et ils en ont trouvé de plus en plus gros. Ils retrouvent en tout 14 morceaux de semelles. Lorsqu'ils les assemblent, ils comprennent immédiatement qu'ils tiennent leur coupable. Au final, ils avaient une semelle de chaussures de chantier taille 46.
Cette semelle correspondait exactement à l'empreinte retrouvée dans la neige près de la voiture. La correspondance était parfaite. Sans la neige et le froid, il n'aurait sans doute jamais pu s'appuyer sur cette preuve essentielle. Ce temps hivernal a préservé les preuves. C'était tout à leur avantage. Mère Nature était de leur côté. Les policiers tiennent leur homme, mais ils aimeraient obtenir des aveux. Ils lui disent qu'ils savent que Michel était avec son amant le soir du meurtre et qu'ils pensent qu'il le savait lui aussi. On lui a demandé comment il l'avait appris. Il nous a répondu qu'elle était très parfumée en rentrant à la maison, puis il s'est interrompu. Il a inspiré profondément et il s'est mis à sangloter. En pleurs, Jonathan donne aux policiers sa version des faits. Ces déclarations permettront-elles de l'innocenter en dépit des éléments de preuve que la météo a permis de collecter ? Le corps de Michel Nice a été retrouvé dans sa voiture par un matin d'hiver. Le manteau de neige et les températures négatives ont permis aux enquêteurs de recueillir des preuves irréfutables. Dans cette affaire, le froid a préservé le corps et les blessures de la victime, mais aussi la scène de crime. Les températures glaciales ont préservé les empreintes de semelles, un élément déterminant pour résoudre l'enquête. La perquisition du domicile du couple a permis d'établir que Michel a été tué dans son garage. Les traces de pas retrouvées sur la scène de crime sont celles de Jonathan. Il décide donc de coopérer. Il nous a raconté que quand il a entendu la porte du garage s'ouvrir, il est descendu pour lui parler. Jonathan prétend que lorsqu'il a demandé à Michel où elle était, elle est entrée dans une rage folle et a tenté de le frapper avec un objet tranchant. Il nous a parlé d'un objet tranchant, mais quand on lui a demandé des précisions, il a été incapable de nous le décrire. D'après lui, elle s'était jetée sur lui de façon tellement menaçante qu'il n'a pas eu d'autre choix que de se défendre. Il a alors frappé sa tête plusieurs fois sur le sol en béton. Il a prétendu qu'il ne voulait pas la tuer et qu'il avait simplement cherché à se défendre. S'il s'agit bien d'un cas de légitime défense, pourquoi avoir tenté de faire croire à un accident de voiture au lieu de simplement appeler la police ? Il s'est justifié en disant qu'il ne voulait pas que ses 3 enfants apprennent que leur mère avait tenté de le tuer. Il nous a dit qu'il avait paniqué et qu'il était parti en voiture avec le corps pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Il l'a mise au volant et il conduisait la voiture depuis le siège passager. Il a utilisé un gratte-givre à manche pour appuyer sur les pédales. Il a cru que la tempête de neige effacerait toutes les preuves et il a décidé de faire croire à un accident. Jonathan était loin de se douter que la neige allait au contraire le trahir. Il n'a pas réfléchi au fait qu'en s'en allant, il allait marcher dans la poudreuse et laisser des traces de pas derrière lui. Il est rentré à pied chez lui, où il a tenté de détruire les preuves. Il a découpé ses semelles de chaussures et il a lessivé le sang dans le garage. Le tout pendant que ses 3 enfants dormaient à l'étage. Jonathan prétend que c'était un cas de légitime défense, mais il est inculpé pour meurtre avec préméditation et destruction de preuves. Il est jugé le 7 juin 2005, près de 18 mois après les faits. Il plaide non coupable et continue d'invoquer la légitime défense. Mais pour le procureur, le drame qui s'est joué ce soir-là est malheureusement vieux comme le monde. Il n'a pas accepté qu'elle le trompe et qu'elle veuille le quitter. Il était jaloux et quand elle est rentrée chez elle, le soir du 16 janvier, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jonathan savait que sa femme revoyait Miguel et il l'a attendu. Quand elle est rentrée, elle sentait beaucoup plus le parfum que d'habitude. Et il a donc compris qu'elle était avec lui. Il lui demande des comptes et une dispute s'ensuit.
Michelle dit à son mari qu'elle veut divorcer. Elle prépare une valise à la hâte et s'apprête à quitter le domicile conjugal. On pense qu'à ce moment-là, il l'a agrippée pour la sortir de la voiture et l'empêcher de partir. La jalousie l'a rendu foudrage. Il a frappé sa tête 3 ou 4 fois sur le sol en béton. Il lui a littéralement écrasé le visage. On est très loin de la légitime défense. C'était absolument affreux. Il tente ensuite de maquiller les faits en accident de voiture, non pas pour protéger ses enfants, mais pour échapper à la justice. Après avoir tenté de faire disparaître toutes les preuves, il accuse ensuite Miguel de harcèlement pour attirer les soupçons des enquêteurs sur lui. Ce n'est pas seulement la liaison de sa femme qui l'a mis dans cet état. C'était une accumulation. Plus rien n'allait dans sa vie. Et ça a été la goutte de trop. Le 14 juillet 2005, après 5 semaines de procès, le jury déclare Jonathan coupable de destruction de preuves et d'homicide involontaire. Dans le New Jersey, si quelqu'un est reconnu coupable de meurtre, mais qu'on estime qu'il a agi sur le coup de la jalousie ou la passion, les faits sont requalifiés en homicide involontaire. C'est ce qu'on appelle un crime passionnel. Inutile de vous dire que nous étions très déçus par ce verdict. 2 mois plus tard, Jonathan est condamné à 8 ans d'emprisonnement. Il n'en fera que 5. Le mari jaloux pensait que la neige et le froid lui permettraient de dissimuler son crime. Les policiers sont parvenus à reconstituer le puzzle et à déterminer ce qui s'était vraiment passé. C'est incroyable à quel point la météo peut parfois jouer un rôle capital. Sans cette tempête de neige, on n'aurait peut-être jamais su la vérité et il n'aurait jamais été arrêté.